Donc, il y a déjà quelques questions sur le chat, mais très peu pour le moment. Vous n'êtes pas très actif. Est-ce que c'est la période préprandiale, l'hypoglycémie? Je ne sais pas. Alors, il y a des questions qui sont destinées à Pierre-Régis Burgel, notamment sur la disponibilité à la fois du Symkevi et du Kaftrio. Et évidemment, ça, le devenir de ces modulateurs modérément efficaces, si on peut les dénommer comme ça, une fois que sera disponible le Kaftrio qui, lui, est bien étiqueté comme étant hautement efficace. Que vont devenir ces modulateurs, on va dire, deuxième génération? C'est une bonne question. Il y en a une sur laquelle on peut répondre facilement, qui est l'Orkambi. Je pense que l'Orkambi va disparaître au profit du Kaftrio. Pour ce qui est du Symkevi, c'est certes une deuxième génération. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est modérément efficace. Il est modérément efficace chez les Delta F508 homozygotes, mais chez les Delta F508 fonction résiduelle, il est considéré comme très efficace. Après son devenir, on a envie de dire qu'il y a un chevauchement d'indications avec le Kaftrio, ce qui va permettre de se décider, et c'est sans doute à la fois des questions de prix et puis des questions de tolérance. On pourrait par exemple imaginer un patient qui serait allergique à l'Elexacaftor et qui aurait besoin de Tezacaftor, Ivacaftor comme substitut. Mais c'est sûr que l'arrivée de la trithérapie réduit considérablement l'intérêt pour les bithérapies. Très bien, oui, je pense que c'est vrai. Une question aussi sur les effets secondaires du Kaftrio. Parmi les effets secondaires qui sont effectivement classiquement rapportés, on connaît la prise excessive du poids. Et ça peut être un vrai problème pour certains patients, justement, de retarder la mise sous modulateur dans le but d'éviter ce genre d'effets indésirables et surtout des impacts psychologiques que ça peut avoir. Alors, est-ce que tu peux, d'abord, est-ce que c'est évidemment des choses que vous avez retrouvées, rapportées dans cette étude en vie réelle? Est-ce qu'éventuellement il y a des arrêts de traitement liés à la survenue de cet effet indésirable? Alors, c'est une très très bonne question. Dans l'étude en vie réelle, nous, ce qu'on voit, c'est simplement l'augmentation de poids, et qui parfois peut être très importante. Dans les verbatims des patients recueillis par l'association, il y a un certain nombre de patients qui considéraient cette prise de poids comme un problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des habitudes alimentaires qui ont été prises au fil des années avec les troubles mucaux. Et quand on corrige les troubles mucaux, si on garde les mêmes habitudes alimentaires, on se retrouve avec des problématiques, on va dire, de tout un chacun, de prendre du poids si on mange des choses qui sont trop sucrées, trop grasses. Enfin, je ne vais pas vous refaire la publicité gouvernementale, mais ça pose le problème qui s'est déjà vu dans le cadre de la mucoviscidose, par exemple avec l'apparition des enzymes pancréatiques, où les habitudes alimentaires qui sont prises pendant des années, au moment où on demande de les changer parce qu'il y a une modification thérapeutique, c'est compliqué parce qu'il y a des aspects psychologiques, etc. Et après, savoir s'il y a des malades qui bricolent leur traitement, qui arrêtent pour reperdre un peu de poids, des choses comme ça, je pense que ça doit arriver, mais c'est des choses dont on n'est pas toujours au courant. Et quand même avec un problème majeur avec ces traitements, c'est des traitements qui marchent très vite, mais qui s'arrêtent aussi de marcher très vite quand on les arrête. On les arrête. Est-ce qu'on a une idée des refus d'attribution, puisque le Kaftrio est obtenu sur ATU nominative? Est-ce qu'on a une idée du nombre de refus de la part du laboratoire aux demandes d'ATU faites par les médecins? C'est une excellente question. Je pense que, enfin, moi j'ai pas la réponse. Je peux vous dire ce qu'on a nous. Nous, on a à vue de nez, on a 90 patients traités dans le centre et on a 7 ou 8 dossiers, dont des dossiers de malades sévères en difficulté, qui sont rejetés de façon itérative malgré des resoumissions. Et je pense, enfin, on n'a pas la donnée que tu demandes. Je pense que c'est une donnée indispensable à obtenir. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse la semaine prochaine une enquête, ou la semaine d'après, peu importe, une enquête très courte
auprès des CRCM, savoir combien ont des dossiers qui ont été refusés et de malades qui sont comme ça dans la difficulté, parce que c'est une donnée que nous n'avons pas et il n'y a que Vertex qui a cette donnée. Mmh. Oui, je pense que c'est effectivement important de savoir. D'ailleurs, ça me fait penser… Une excellente suggestion. Ouais, il y a une question posée par Stéphanie à Bordeaux sur effectivement les critères d'attribution du Kaftrio à titre compassionnel, et notamment ce 7 qui est posé à 40% pour la fonction respiratoire, et qui peut nous poser problème, en tout cas nous en pédiatrie, puisqu'on peut avoir des enfants réellement très sévères, très antibiodépendants, très infectés, inflammatoires, qui conservent une fonction respiratoire au-delà de 40%. Et on est voilà, véritablement en difficulté, et c'est quelque chose peut-être… Je sais que certains dossiers sont passés alors que le VMS était au-dessus de 40%, mais ça peut être un vrai souci, et je sais que c'est un motif de refus. Alors, les critères ont été faits par Vertex, donc bien sûr. On ne les maîtrise pas. Et par ailleurs, juste un commentaire là-dessus, les critères, ils ont été évolutifs dans le temps, en particulier pour les malades qui n'ont pas des mutations fonction minimale habituelles ou une double mutation delta F508. Pour les malades qui ont une deuxième mutation un peu bizarre, il y a eu des périodes où ça passait, actuellement ça ne passe pas facilement. Très bien. Alors, j'essaie de rassembler un peu les questions par orateur, mais ce n'est pas forcément simple parce que ça n'arrive pas dans cet ordre-là. Mais il y a effectivement des questions autour du prix, évidemment, des traitements, et notamment sur l'emprise et le monopole qu'a actuellement le laboratoire Vertex, qui est très en avance dans le développement et la commercialisation des modulateurs. Alors, une question notamment sur effectivement le prix du Kaftrio. Pour l'instant, il n'est pas fixé, mais effectivement, on a entendu, c'est 270 000 € par an. Une question qui est posée, comment calculer le prix au plus juste finalement? Comment est-ce qu'on peut calculer un prix juste d'une molécule? Estimation de l'investissement financier du labo ou uniquement son ASMR? C'est vrai que vous n'en avez pas parlé, Madame Taburet, mais en lisant l'avis du CCNE, on voit que, par exemple, les coûts de recherche et de développement sont très inférieurs aux coûts marketing des laboratoires. Donc, ça paraît effectivement un peu choquant, et on se demande comment ce prix est calculé, et là, il y a une vraie opacité. Alors, bon, je crois qu'effectivement, alors, il y a certains domaines où je pense que le coût marketing est quand même relativement limité. Alors, la fixation du prix, en fait, c'est un dialogue entre l'industriel et le CEPS, sachant que, effectivement, ça a été discuté au niveau du groupe de travail du CCNE. Le CEPS, c'est une petite équipe, il n'y a pas beaucoup de monde, et que dans un certain nombre de cas, j'allais dire, la force publique n'a pas du tout un poids suffisant pour discuter avec un industriel comme Vertex qui a un monopole. Alors, moi, le juste prix, c'est pour ça que j'ai trouvé que l'étude de l'Institut économique européen était intéressante, puisqu'ils ont réussi à calculer ce que je pense être un juste prix en reprenant un petit peu les coûts de développement, sachant que, alors moi c'est un domaine que je ne connais pas très bien, mais manifestement pour les essais cliniques, Vertex a bénéficié du soutien d'un certain nombre d'associations de patients, oui. Donc d'argent public, et que manifestement dans ces prix très élevés, on ne voit pas apparaître ce soutien de la recherche publique ou ce soutien d'associations, et c'est un petit peu ce qui a été dénoncé pour le prix prohibitif du Zolgensma, avec toute la recherche qui a été financée par le Téléthon. Et donc, moi, je pense que, en fait, pour sortir un petit peu de ce dialogue de sourds, un petit peu, il faut vraiment qu'il y ait une coopération internationale, puisqu'on voit bien, en regardant un petit peu la littérature, que les pays, même dits riches, se posent à l'heure actuelle les mêmes problèmes sur ces coûts exorbitants des médicaments. Et alors, moi, je n'ai pas tout étudié. Manifestement, c'est l'Angleterre qui a fixé ce qui est le pays qui a fixé en premier le prix du Kaftrio.
Je ne sais pas quels critères le NAIS et les pouvoirs publics ont pris en compte pour fixer ce prix, qui manifestement est quand même 4 fois plus cher que ce qu'estime l'ICER. Alors pour la petite histoire, effectivement, c'est la très puissante association de patients nord-américaine, la CFF, hein, qui a, il y a maintenant plus de 15 ans, investi des sous dans des startups, à l'époque, des petits laboratoires dont faisait partie Vertex, pour identifier des molécules qui deviendraient des médicaments. Et ils ont investi beaucoup de sous à l'époque. Donc effectivement, il y a cette histoire qui rejoint un petit peu celle que vous nous avez décrite pour d'autres molécules. Et effectivement, c'est souvent pas pris en compte. Des questions, je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais est-ce qu'il y a des perspectives d'harmonisation justement au niveau européen de ces fixations de prix? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que jusqu'à la Covid, probablement pas, puisque chaque pays est indépendant pour tout ce qui est problème de santé. Peut-être que la Covid et la vaccination vont faire bouger un petit peu les lignes. C'est tout ce qu'on peut espérer. D'accord, très bien. Je prends les questions au fur et à mesure, hein. Donc, on revient un orateur en arrière. Donc, une question pour toi, Pierre-Régis. C'est une pédiatre qui te la pose. A-t-on une idée d'une prochaine ATU pour le Kaftrio? Effectivement, il y a des données d'un essai ouvert qui ont été publiées il y a très peu de temps, la semaine dernière, je crois, chez les enfants de 6 à 11 ans sévères. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Moi, j'ai aucune information. Il serait logique, quand on voit les données de cette étude, que les patients sévères pédiatriques de 6 à 11 ans aient un accès rapide. Après, je crois que dans ces processus d'ATU, il faut que ce soit le laboratoire pharmaceutique qui demande l'ATU, et je ne sais pas quelles sont les intentions de Vertex. Oui, alors ce que je pourrais peut-être rajouter pour Tiffaine qui posait la question, c'est qu'il y a cet essai aussi qui est actuellement en cours, un essai randomisé contrôlé du Kaftrio, enfin du Trikafta chez les enfants de 6 à 11 ans. Et je pense que le laboratoire, en tout cas du point pour défendre le dossier d'abord au niveau de l'Europe, puis ensuite dans les instances réglementaires nationales, a besoin de ces données d'essais randomisés contrôlés qui sont quand même beaucoup plus, on va dire, convaincantes que des essais menés en ouvert. Donc je pense qu'ils sont prudents et qu'ils attendent d'avoir ces données. Une question pour Isabelle. C'est vrai qu'on voit un des problèmes, en tout cas pour le chaînage entre les données SNDS et les données notamment des pédiatres, enfin des enfants avant l'âge de 6 ans, sans rentrer dans le détail du chaînage, mais une proposition faite par Frédéric Huette à Dijon, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres finalement bases de données, notamment celle du dépistage néonatal, pour rajouter un petit peu de complexité au montage aux interactions de ces bases de données? Je ne sais pas si ça aiderait la question. Il y a une autre question, j'ai vu, qui dit pourquoi pas chaîner les enfants puisqu'ils sont sous ALD. En fait, oui. On les identifie, les patients dans le SNDS, les petits. La question n'est pas leur identification dans le SNDS, la question est de les rapprocher des données du registre. Donc l'ALD à elle seule ne suffit pas. Et on a... alors, on a fixé un degré d'exigence très élevé pour avoir des données sûres. Donc, même s'il n'y a pas de données suffisantes pour être certain que les patients soient bien les mêmes, l'ALD en tant que tel ne suffit pas. Ensuite, je ne sais pas si les données de la base de données dépistage sont, à ma connaissance, elles ne sont pas intégrées dans le SNDS. Donc, je ne pense pas que ce serait une facilité, parce qu'encore une fois, ça n'est pas l'identification qui est difficile, c'est le chaînage. Le chaînage, oui. On pourrait travailler sur les patients petits du SNDS en tant que tel. Ensuite, y associer des données du registre serait plus incertain. Rien n'empêche de travailler sur les moins de 6 ans identifiés mucoviscidose dans le SNDS. Oui, parce qu'effectivement, je crois que vous aviez utilisé les fonctions respiratoires, enfin les tests de fonctions respiratoires pour faire le chaînage. Enfin, les dates des tests fonctionnels respiratoires pour faire le chaînage entre SNDS et registre, hein, je crois que c'est ça. On a rattrapé quelques petits avec les tests de la sueur également.
Ok. Et une question qui fait un petit peu le lien, enfin en tout cas qui t'est adressée sur finalement la possibilité de poursuivre ce chaînage au-delà de la période donc, qui a couvert 2006 à 2017, c'est ça? La possibilité à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose finalement qui peut se mettre en route de façon continuelle, un petit peu perpétuelle, où il faut à chaque fois relancer un chaînage? Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir évaluer ces modulateurs qui sont en train d'arriver et qui vont complètement modifier la prise en charge. Alors, l'algorithme de chaînage qui a été mis en place, qui a été un gros travail, étant maintenant disponible, évidemment, sur le plan purement technique, on peut poursuivre au-delà. Chaque année, le registre Lydie et Clémence peuvent transmettre les données et on peut, en théorie, poursuivre le chaînage à l'infini. Par contre, l'obstacle, il est réglementaire. Chaque fois qu'on fait une extension chaque fois qu'on veut chaîner une année supplémentaire, il faut repasser par les autorisations et repasser par un projet. C'est-à-dire qu'il faut dire pourquoi on a besoin de ces données, pour en faire quoi, et justifier de quelles données on a besoin. Donc, D'accord. Sur le plan technique, pas de problème. Sur le plan réglementaire, c'est assez complexe, malheureusement. On a un petit espoir que le fait d'intégrer France Cohorte avec l'appel à projet ANR nous faciliterait peut-être la vie, mais évidemment, ça n'est pas du tout acquis. D'accord. Alors, pour revenir à la question précédente de Tiffaine sur l'accès aux plus jeunes, des enfants de la tranche d'âge des 6-11 ans au CAF-TRIO, donc apparemment, le programme d'accès précoce a été ouvert par Vertex. Je ne sais pas, enfin, c'est Michel Girardin et Stéphanie Buis qui donnent cette information. Ben, vous êtes dans les petits papiers parce qu'ils n'ont pas beaucoup communiqué. Et ce serait intéressant de savoir quels sont les critères justement d'accès précoce pour ces enfants de 6 et 11 ans et si on est encore fixé à ce 40% de VMS qui nous pose de vrais soucis en pédiatrie, hein, clairement. Un petit pas en arrière, que penser des différentes indications du CAF-TRIO pour les hétérozygotes, hein, donc les delta F508 fonction minimale, entre l'AFDA et l'Agence européenne du médicament et la France? C'est vrai que ce qu'on pensait pour les delta F508 homozygotes versus delta F508 hétérozygotes, plus rien depuis l'avis du CHMP du 25 mars, parce qu'on va se retrouver sur les gens qui ont une mutation delta F508 avec une indication qui ressemble à l'ancienne indication américaine. La différence, elle a été évoquée très bien par Isabelle Sermet hier, c'est qu'à partir de décembre 2020, aux États-Unis ont été reconnues, je ne sais plus combien, 170 ou quelque chose comme ça, mutations qui sont potentiellement activables par le CAF-TRIO, et donc avec une extension d'AMM à des mutations plus rares. Si vous allez sur Google et que vous tapez le nom du médicament américain, donc Trikafta FDA, vous allez trouver la fiche RCP du médicament avec la liste des mutations. Le problème, c'est que ça, ce n'est pas du tout dans les AMM européennes. Donc, quand il y a une mutation delta F508, assez rapidement, on n'aura plus de problème. Quand il n'y a pas de mutation delta F508, on va continuer à avoir des problèmes pendant un certain temps, à mon avis. Mmh. Une question sur la tolérance du traitement, et notamment en cas d'augmentation de la bilirubine sous trithérapie. Est-ce qu'on en connaît le mécanisme? Est-ce qu'on peut le tolérer? Est-ce qu'il faut... voilà, il y a une attitude un petit peu à faire en cas d'hépatite médicamenteuse. Ouais, alors, je ne suis pas hépatologue, mais néanmoins, je dis ça parce que les mécanismes, je les ai lus et je les ai oubliés aussi vite que je les ai lus. Mais globalement, il y a un phénomène enzymatique qui fait augmenter la bilirubine libre. Et l'augmentation de la bilirubine libre n'est absolument pas un problème avec ce médicament. Et parfois on a 30 ou 50 points, 30 ou 50 micromoles d'augmentation de la bilirubine. Ce n'est pas du tout un problème.
La problématique, elle est sur les transaminases, éventuellement sur les CPK, ça c'est autre chose, mais pour le foie, elle est sur les transaminases. Et il y a des augmentations de transaminases, mais qui sont habituellement modérées et qui posent peu de problèmes. Il n'est jamais exclu qu'il y ait des hépatites médicamenteuses réelles qui apparaissent. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. Donc, la bilirubine n'est pas le problème. Oui, oui. Madame Taburet, une question pour vous. Et d'abord, vous êtes remerciée pour tous, pour vos topos, mais effectivement, on voit bien le rôle du politique. Hein. Effectivement, il y a forcément dans les enjeux comme ça publics un poids du politique qui est important. Et la question qui est posée, c'est qu'en est-il des différences notables au sein de l'Europe dans la prise en charge globale des pathologies lourdes et chères, et notamment est-ce qu'il y a une volonté un petit peu d'homogénéisation des attitudes des différents pays de la communauté européenne? Alors, moi, c'est un domaine que je ne connais pas bien. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais suivi un petit peu au moment de l'annonce du prix des négociations de prix des antiviraux à action directe pour l'hépatite C. Je crois que ce sont les Anglais qui ont obtenu le prix le moins cher les premiers. À partir du moment où un pays commence à donner un prix de remboursement, les autres pays européens, avec une sécurité sociale et un remboursement pour tous les patients, sont pratiquement un peu obligés de s'aligner. Et c'est là que le pouvoir politique a un rôle qui devient un peu minime et qui est minimisé tant qu'il n'y a pas une force de frappe en face qui est plus importante que ce qu'elle est à l'heure actuelle. D'accord. Oui, la question a déjà été... Oui, déjà... Je vais rebondir là-dessus, si c'est possible. Juste une question supplémentaire. Quand le prix est fixé, les Anglais, c'est maintenant différent parce qu'ils ne sont plus dans l'Europe, oui. Mais quand le prix est fixé dans un pays européen, ma perception, mais vous allez me dire, elle est peut-être fausse, c'est que la valeur faciale du médicament doit être la même dans tous les pays pour éviter les trafics d'un pays à l'autre, des petits malins qui iraient acheter en Allemagne pour revendre en France et des histoires comme ça. Néanmoins, il y a un mécanisme sur lequel personne ne souhaite vraiment communiquer, ni les industriels, ni le CEPS, qui est les mécanismes de contrat de remboursement en cas de dépassement d'un certain plafond de l'assiette, etc. On ne sait jamais rien là-dessus. Qu'est-ce que ça représente? Vous avez une idée? Vous savez pas? Alors, ça, c'est effectivement, j'ai oublié d'en parler au moment de la transparence. Hein. C'est un des points, effectivement, du côté des pouvoirs publics qui est extrêmement important. C'est les remises qui sont effectuées par les industriels. Qui effectivement, dont on ne sait strictement jamais rien, hein, et bon. Et ça, je pense que c'est extrêmement important que ces remises, elles soient mises sur la place publique parce que ça fait diminuer le prix des médicaments et aussi bien les patients que le corps médical n'en savent rien. Ceci étant, on comprend très bien pourquoi personne ne veut communiquer là-dessus, à commencer par les industriels. Hein, donc effectivement, moi je pense que le Kaftrio, il va probablement être proposé au même prix qu'en Allemagne. Hein. Et puis après ça, c'est des négociations, j'allais dire, plus ou moins occultes, qui vont avoir lieu pour savoir quelles vont être les remises qui vont être accordées par l'industriel en fonction du volume de patients qui vont être traités. De potentielle arrivée de concurrence. Hein. Je ne sais pas si dans ce domaine, il y a d'autres thérapies qui vont arriver. Et tout ça va participer à une évolution du prix. Hein. C'est comme je l'ai dit, en particulier pour le VIH que je connais mieux. Au fur et à mesure de l'arrivée de la concurrence, on a vu des prix qui ont baissé. Il y a aussi l'arrivée des génériques. Bon, pour le Kaftrio, on n'en est pas encore là. Mais, et puis le rôle des sociétés savantes et des rapports d'experts qui positionnent le prix comme un des critères, hein, je ne dis pas le critère, mais un des critères dans le choix des traitements. Très bien, merci. Alors c'est vrai que ces discussions au niveau du CEPS sont toujours très très longues et pour le Kaftrio, il y a une attente évidemment importante de la part à la fois des patients et des médecins pour traiter, et on sent bien à quel point il n'y a absolument aucune emprise là-dessus et il faut être patient, mais c'est vrai qu'on sent quand même l'impatience monter au fur et à mesure de la part des médecins et des patients évidemment.
Voilà. Et dans tous ces domaines, en fait, on voit bien que la France est le dernier pays à donner un prix, ce qui est aussi problématique pour les patients quand il y a une attente aussi importante. Bien sûr. Et il y a des leviers là-dessus et des moyens un petit peu de réduire au maximum ces négociations au niveau du CEPS qui sont là particulièrement longues pour ce CAF trio. Moi, je dirais, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais c'est l'administration française. Je ne sais pas si. Et puis, alors, c'est vrai qu'en France, en plus, on a le système de l'ATU qui n'existe pas dans les autres pays et qui permet quand même, d'attendre. Oui. Alors, je ne sais pas. Oui et non, hein. Oui et non, parce que l'ATU pour l'Orcambie était une ATU de cohorte et tous les patients ont été traités pendant les 3 ans qu'ont duré la négociation, alors que comme les ATU sont demandés par le laboratoire, qui était échaudé par ces négociations longues avec le CEPS, ils ont fait le choix de ne pas demander une ATU de cohorte. Et là, ils ont demandé une ATU nominative avec des critères très restrictifs, qui fait qu'on a 400 patients traités sur 3000. Donc, on n'est plus sur la même situation. Et l'ATU pour le CAF trio, c'est une ATU, parce que alors, sur les ATU, il n'y a aucune négociation de prix. Est-ce que certaines ATU sont gratuites? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour le CAF trio. Alors, pour le CAF trio, je ne saurais pas dire. Pour l'Orcambie, elle était payante, mais avec de l'argent qui était versé et qui était ensuite non mobilisable parce qu'il y avait un mécanisme de remboursement en fonction du prix qui aurait été trouvé. Ah oui, c'est ça. Oui. Tout ça nécessite des clarifications quand même. Système compliqué. Hein. Oui. Une question de M. Marguet. Les entreprises pharmaceutiques opposent souvent le coût de la recherche et développement. Hein, c'est ce dont on a un petit peu discuté. Et donc, l'investissement, évidemment, qui est fait parfois par les États, donc par le financeur public, pour faire baisser les prix des médicaments. Alors, il y a marqué 3 petits points vers la privatisation, mais c'est vrai que c'était une des pistes, je crois, une des recommandations dans l'avis 135, de créer un pôle public du médicament qui, justement, aurait ce rôle peut-être pas de régulation, mais en tout cas de demander aux deniers qui ont été investis par le denier public investi un vrai retour sur investissement. Alors, sur Vertex, on a un point supplémentaire dans tout ça. Tu as rappelé tout à l'heure l'histoire de la CFF qui avait investi dans Vertex et tu n'as pas été jusqu'au bout parce qu'ils se sont ensuite désinvestis de leurs actions de Vertex. Et ils ont fait la couverture du New York Times pour avoir inventé, si je puis dire, la pierre philosophale, puisqu'ils ont transformé 80 millions de dollars en 4 milliards. En 4 milliards de dollars, absolument. La CFF a tiré bénéfice direct de son investissement qui était efficace pour les malades, mais il y a un bénéfice économique aussi qui doit être pris en compte là. Alors, dans l'étude suivie CAF trio, est-ce que les effets indésirables observés l'ont été chez les patients naïfs de modulateurs, donc qui n'avaient jamais pris d'Orcambie, ou bien sont-ils survenus, quel que soit le statut des patients vis-à-vis des modulateurs? Est-ce que l'exposition préalable est un facteur de risque d'effets indésirables? Non, on n'a pas vu ça. Ce qu'on sait, c'est que chez les patients qui avaient eu, par exemple, de l'Orcambie et qui avaient dû arrêter l'Orcambie pour raisons respiratoires, on sait que ça représentait pas mal de malades chez les malades sévères. On n'a eu aucun problème avec la trithérapie, comme ça avait été décrit avec Tezacaftor, Ivacaftor. Et sinon, pour les autres effets indésirables, aucun lien avec le fait d'avoir eu un modulateur avant ou pas. En tout cas, on n'a rien vu pour l'instant. Madame Taburet, une question sur les génériques et les brevets. Donc, les médicaments innovants, évidemment, vont finir à un moment par être génériqués, mais est-ce que ce délai peut être modulable en fonction des médicaments ou pas, ou finalement il est très lié au brevet, à la durée du brevet, et c'est une durée qui est incompressible? Dans les pays du Nord, qui reconnaissent, dans les pays dits riches, qui reconnaissent les brevets, ce délai est incompressible. D'accord. Alors, pour les pays du Sud, comment? Il est de combien de temps ce délai? Parce qu'on entend toujours des choses un peu différentes. Savoir si c'est au moment du dépôt de brevet et de la commercialisation, combien d'années? D'années, oui. Alors, à ma connaissance, moi je ne suis pas une grande spécialiste des brevets, c'est que ce que font les industriels, c'est qu'ils déposent plein de brevets.
Et j'allais dire, la possibilité de passer à un générique repose sur, je crois que c'est une quinzaine d'années après le dernier brevet, donc celui du médicament final. Donc en gros, c'est au moins 15 ans. D'accord. La multiplication des brevets fait retarder la mise à disposition du générique. Voilà. D'accord. À plus long terme, les patients prendront le traitement modulateur dès le diagnostic et les traitements classiques seront moins coûteux, les hospitalisations moins fréquentes. Alors cette question était destinée, Isabelle, effectivement, est-ce qu'on est capable de se projeter, donc de modéliser l'impact qu'aura l'introduction très précoce des modulateurs, et est-ce que ces bases de données pourraient servir justement de données pour modéliser ça? C'est un petit peu le projet que nous portons dans le cadre de cette réponse à l'ANR sur base de données, c'est d'imaginer d'observer ce qui se passe sur les patients traités, de se servir des biomarqueurs qui sont susceptibles de prévoir la réponse des patients moins symptomatiques ou asymptomatiques, et d'essayer d'imaginer de modéliser ce que pourrait être un parcours de soins futur sous traitement modulateur. Donc, c'est un projet de recherche intéressant qui s'appuierait à la fois sur le travail sur les biomarqueurs, le travail sur ce qu'on connaît actuellement des effets observés et l'observation de ce qu'on va pouvoir faire sur les bases de données avec Kaftrio, qu'on n'a pas encore dans notre travail, en essayant de modéliser ce que pourrait être la réduction d'hospitalisation, de soins. Mais les économistes de la santé arrivent à le faire. Ils travaillent sur à la fois les années de vie gagnées, les reprises de travail, la réduction des coûts hospitaliers, etc. D'accord. Ça, c'est effectivement intéressant. On voit déjà à quel point il y a un impact des modulateurs à partir de la base, enfin, des données que vous avez bientôt publiées, si j'ai bien compris, et notamment la réduction du nombre de visites des patients dans les centres, chez les adultes notamment. On voit bien déjà. Donc la sacro-sainte visite trimestrielle est en train de tout doucement de glisser. On va voir ces patients, c'est déjà le cas d'ailleurs. Vous voyez vos patients moins fréquemment, vous espacez un peu le suivi? Pas encore, parce que les patients qu'on a mis sous Kaftrio, ce sont des patients sévères. Donc, pour l'instant, on les suit encore comme le lait sur le feu, mais enfin pas tout à fait comme le lait sur le feu, mais on les suit toujours à la même fréquence. Je ne sais pas si Pierre-Régis fait la même chose. Non, ce qui va être intéressant, c'est si on arrive à travailler avec Pierre-Régis sur les phénotypes de patients, c'est d'observer effectivement l'impact des modulateurs sur le suivi en fonction de la sévérité des patients qui vont faire. On va pas pouvoir être plus fin dans l'analyse. Là, ce que je vous ai présenté, c'est une analyse assez globale. On va pouvoir être plus fin dans l'analyse des patients en fonction de leur sévérité clinique et de l'impact qu'ont eu les modulateurs sur leur consommation de soins au sens large. Et ça inclut les visites, ça inclut les hospitalisations. On peut aller jusqu'à la mesure de l'impact sur les arrêts de travail. On n'a pas la notion de l'absentéisme scolaire, ça n'est pas disponible dans le SNDS. D'accord, très bien, merci. Est-ce que vous avez... Oui, vas-y Pierre-Régis. Deux choses. Je voudrais rappeler quand même qu'on n'a pas de données longue durée sur le Kaftrio et que ça a deux conséquences. La première, c'est qu'il ne faut sans doute pas abandonner trop vite le modèle thérapeutique qu'on a mis en place avec des suivis répétés, etc., même s'il sera amené à évoluer dans le futur. Et la deuxième chose, c'est que pour modéliser l'évolution du coût des thérapeutiques ou l'évolution des cohortes de patients, etc. Il y a des modèles qui ont été développés en particulier sur les traitements de l'hépatite C, qui sont des modèles de microsimulation
qui marchent très bien. Le problème, c'est que pour alimenter ces modèles, il faut des données, par exemple des données d'effet sur le déclin du VEMS avec le Kaftrio. Et pour l'instant, c'est des données qui n'existent pas parce qu'on est trop précoce par rapport au lancement du traitement. Mais ça a été fait pour l'Orkambi, par exemple. Oui, alors ces micro-simulations, c'est pas ce qui a été fait aussi par les Canadiens pour modéliser le retard de l'introduction du Kaftrio, pas en 2021, mais en 2025, notamment sur la transplantation. Non, c'est ça, d'accord. Oui, mais si tu regardes bien cette étude, c'est une étude sur le Kaftrio, mais ils ont modélisé l'effet du Kaftrio en disant, comme on ne le connaît pas, on va prendre l'effet de l'ivacaftor sur les gens qui ont des mutations sensibles à l'ivacaftor et on va le projeter sur la population Kaftrio. Donc on est sur des trucs où c'est pas clair quand même. Hein. C'est intéressant comme étude, mais c'est pas clair. D'accord. Est-ce que vous avez observé, c'est vrai qu'on s'est posé cette question à un moment avec l'Orkambi notamment, hein, de l'effet sur à la fois le muscle lisse bronchique et le muscle lisse artériel. Est-ce que vous avez des cas d'hypertension artérielle plus fréquentes chez les patients sous Kaftrio ou pas? Dans les essais cliniques, il y a une augmentation de la pression artérielle qui est présente mais très faible. En pratique clinique, nous on la mesure systématiquement. Moi, j'ai rien vu apparaître. Néanmoins, c'est probablement pas des effets sur le muscle lisse, c'est plus des effets sur les transports ioniques, le métabolisme du sel, des choses comme ça. Très bien. Alors après, il s'agit plutôt de remarques, de questions, mais effectivement, donc, on nous précise que l'ATU, dans le cadre de l'ATU nominative, le Trikafta est gratuit actuellement. Et puis, effectivement, c'est ce que rajoute Paola. Donc, même constat, l'ATU Kaftrio est à titre gracieux par l'industriel et a priori, aucun remboursement par l'État n'est prévu. Voilà, écoutez, les questions s'épuisent doucement, gentiment. On arrive bientôt au terme de cette session. Je pense qu'on peut sûrement s'arrêter là. Session intéressante, à la fois on l'a vu avec les données actuelles de ces modulateurs hautement efficaces, des perspectives et des très très nombreuses questions que cela soulève, hein, de l'utilisation de ces modulateurs, à la fois de l'effet chez les patients, puis aussi des coûts que ça va engendrer et des questions que ça peut finir par poser. Merci aux trois orateurs pour leur topo qui était évidemment très bien et qui avait un vrai lien, une vraie continuité entre les trois. Donc je vais clôturer ces journées scientifiques en remerciant évidemment d'abord tous les orateurs et vous, les participants qui avez été nombreux et très actifs sur le système de chat. Je vous souhaite de profiter pleinement de ce beau week-end Pascal, et puis de manger du chocolat. C'est un bon médicament et pas cher celui-ci. Pour le coup, non remboursé par la sécurité sociale, mais encore une fois, est tout à fait abordable. Donc, bon week-end à vous tous et à très bientôt et prenez soin de vous surtout.